Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis, Lumière sur le tard, épisode 6. Dans l'ensemble, j'ai plutôt vu de la générosité, j'ai plutôt vu de la bonté, j'ai plutôt vu de la candeur, j'ai plutôt vu de l'amour dans le milieu de la drogue que de la paranoïa, de la critique, de la haine et de la violence. Moi, j'ai eu cette chance de voir peut-être le bon côté des choses. J'ai vu la belle drogue, oui, et pas même si elle est glauque, j'ai vu la belle drogue, j'ai pas vu la drogue tragique, du sang, de la mort, du pouvoir, non, ça mais c'est peut-être pas celle-là que je cherche non plus. Dans ce dernier épisode consacré au témoignage de Louis, il va nous parler d'amitié. L'amitié qu'il a découvert après 55 ans, en même temps que la drogue. Louis a remarqué que les gens à qui il s'est attaché se ressemblent. Ils ont un profil qui explique, selon lui, à la fois pourquoi ils prennent de la drogue et pourquoi, finalement, ils s'entendent bien avec Louis. Il va aussi nous parler de la communauté des usagers, une communauté qui sait se serrer les coudes quand c'est nécessaire, parce qu'elle est assez largement rejetée par le reste de la société. Mettez-vous bien, réglez le son et écoutez, vous êtes dans Substance. Au sein de l'univers de la drogue, j'ai trouvé des amis, mes amis les plus proches, les plus intimes, qui me connaissent vraiment très bien. C'est des gens qui sont dans cet univers. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont le même profil, et c'est ça qui me frappe. J'ai 4-5 amis très proches, et une majorité d'entre eux sont des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ce sont des gens doués, il n'y a pas de doute, c'est des intellectuels très brillants. Mais j'ai pas mal d'autistes Asperger dans ces amis. Ce sont des gens qui ont souvent des problèmes de relations sociales, ce qui est assez curieux parce que moi c'est justement mon point fort, mais qui en revanche ont, ce que je n'ai pas, une aptitude beaucoup plus aiguë que moi à relationner à l'individu, à la personne. Et je me suis demandé, j'en ai souvent parlé avec ma femme, de pourquoi mes nouveaux amis ont ce profil autistique. Et une des explications, c'est que les autistes sont des gens qui ont besoin de dire les choses, de les articuler, de les poser. Pour eux, les codes sociaux ne sont pas connus. Les codes relationnels de personne à personne ne sont pas évidents, donc ils disent, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et comme moi, je suis dénué de capacité psychologique, je suis incapable de savoir ce que l'autre pense en face de moi, eh bien, le fonctionnement des autistes me va très bien, puisque je peux fonctionner avec eux, je comprends leurs besoins, et même à la limite, ils m'arrangent, parce que me dire, voilà comment je fonctionne, comment tu fonctionnes toi, moi je leur donne mon mode de fonctionnement, ça m'est plutôt très agréable. Et ces gens-là attachent de l'importance à ce que je vais leur dire. Lorsque je suis dans une réunion de travail avec des collègues, personne ne va dire voilà comment je fonctionne et voilà comment il faut fonctionner avec moi. Si jamais quelqu'un dit ben voilà, moi je suis plutôt colérique, il faut quand je commence à péter un câble, il faut me mettre la main sur le genou à cet endroit-là et puis je me calme tout de suite. Si quelqu'un raconte ça dans une réunion à haut niveau, on dira il est complètement barge. On ne peut pas dire ça, on le cache. C'est pourtant comme ça que je fonctionne. Quand je commence à péter un câble, il faut me prendre physiquement, il faut me toucher et je me calme. Donc je me balade toujours dans mes réunions avec une vieille personne expérimentée qui a 20 ans de plus que moi et dont le rôle principal est de me calmer si jamais je fais une sortie de route. Donc c'est des gens très confirmés, très seniors, très décorés, très tout ce qu'on veut, qui ont vraiment réussi leur carrière, leur vie, que je considère un peu comme une sorte de père, de papa, quoi, et mais dont j'ai besoin pour évoluer, non pas parce qu'ils pourraient me donner comme conseil, mais juste parce qu'ils ont capacité à me calmer. C'est un trait de fonctionnement qui est assez dont je suis très conscient, mais que je ne peux pas dévoiler, parce que si jamais je dévoile ça dans le milieu normal, les gens diront ce type est tout simplement un psychopathe ou un malade, il ne peut pas occuper de hautes responsabilités.
dans l'entreprise, dans la politique, dans l'administration, dans l'association, on peut pas. Ce mec est instable, on peut pas lui confier on peut pas lui confier des responsabilités. Donc on est obligé de le cacher. Mais avec les autistes, je peux le dire. Et eux me le disent, et en définitive, on fonctionne du coup très bien, parce que qu'est-ce que je leur apporte ? Moi, je leur apporte ma connaissance du monde social et ma façon de leur faciliter l'accès à certains univers dans lesquels ils n'iraient pas tout seuls. Je les balade dans le métro, de toute façon très basique. Un autiste dans le métro, il n'est pas à l'aise, surtout s'il n'est pas parisien. Moi, j'ai aucun problème dans le métro, dans les manifestations, dans la Pride, etc. Je sais me placer mes univers, dans des grandes réunions, dans des entreprises, dans des administrations. C'est mon truc, quoi. Et eux, ils m'apportent un miroir de moi-même. C'est-à-dire qu'ils me disent, ben voilà, toi, tu penses ci, tu penses ça, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est un peu mes conseillers personnels. Moi, je suis leur conseiller pour le relationner avec le monde. Et eux, ils me conseillent sur la façon dont je suis moi-même. Donc, on se nourrit mutuellement, et puis surtout, on se fait confiance, parce que mon mode d'emploi avec eux est clair. Je ne peux pas leur faire d'entourloupe. Eux, ils ne peuvent pas me faire d'entourloupe non plus. Et je ne suis pas déçu. Et ma meilleure amie, qui est très fine psychologiquement et qui est autiste, se moque un peu de ma façon dont je relationne avec les gens normaux, on appelle ça les alistes, parce que comme on ne se dit pas les choses, je ne leur dis pas mes attentes, et donc je suis toujours déçu, parce que les autres ne peuvent pas savoir ce que moi, qui suis quand même un peu particulier, voudrais savoir. Et il n'y a que les autistes qui savent ce que je veux, puisqu'il n'y a qu'eux qui s'intéressent à me poser la question. Les alistes ne me posent pas la question parce qu'on leur a appris à ne pas la poser. Et donc ils devinent ou devinent pas, mais comme je suis en dehors du normal, ils ne peuvent pas me comprendre, et donc ils ne me comprennent pas, et donc ça se termine toujours tragiquement. Donc voilà, je suis étonné de voir que autour de moi, ces gens dont je suis très proche sont tous des gens avec des phobies sociales ou des traits autistiques, et c'est 80% de mes nouveaux amis, et donc de mes amis tout court, puisque à part mon conjoint, j'ai pas d'amis en dehors. Donc ça, c'est assez amusant. Alors tu pourras me dire, mais quelle est la place de la drogue là-dedans ? Assez bizarrement, il se trouve que tous ces potes autistes ont besoin de drogue pour tenir le coup. Moi, j'ai pas besoin de drogue pour tenir le coup. Je peux très bien tenir 1 an, 2 ans sans prendre de prod. Mais eux, ils en ont besoin quotidiennement pour affronter le réel. Le réel est une vraie épreuve pour eux, et donc ils ont besoin d'avoir des stimulants ou des opiacés. On appelle ça des prises de drogue fonctionnelles pour pouvoir remplir les fonctions de la vie de tous les jours. Ce qui me laisse d'ailleurs à penser qu'ils devraient, ces gens-là, avoir des prescriptions de produits. Plutôt que d'être obligés d'aller les chercher de façon dangereuse et au marché noir, il devrait y avoir des traitements à base de produits pour leur permettre de vivre normalement. Parce que je ne pense pas que mes amis soient des toxicomanes. Je pense que ce sont juste des personnes qui ont des troubles, des maladies psychologiques. Et à partir du moment où les substances psychoactives leur permettent de vivre, je crois que on devrait réfléchir à la façon dont ça pourrait être utilisé en termes thérapeutiques. Donc il n'y a pas que la drogue à effet récréatif, si j'ose dire, il y a aussi la drogue à effet véritablement thérapeutique. Et pour eux, je crois que c'est une nécessité. La drogue, elle permet magiquement de faire tomber les barrières, et face au produit qui peut nous faire mourir quand même, je pense que c'est important, parce que si on se gourre, on y passe. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'y passer, d'être obligé de faire appeler les urgences parce que je pouvais pas, les secours, les pompiers, et de me retrouver aux urgences. On est plus d'un dans ma bande à avoir fini aux urgences. On est assez nombreux, merci donc à la sécurité sociale, j'en profite. C'est vrai que c'est plutôt bien, on a un bon système de santé en France, il faut quand même le dire. Donc c'est dangereux, et le fait ensemble de faire des trucs dangereux, ça soude. J'ai aussi
une amie qui a une analyse sociologique un peu plus forte qui me dit que le fait qu'on soit stigmatisé en tant qu'usager de drogue nous resserre. On est une communauté ostracisée, comme le peuvent être les lesbiennes, les trans, les gays, etc. A fortiori, si on est lesbienne, trans, gay et usager de drogue, on est encore une sous-catégorie. Mais déjà, les usagers, c'est une catégorie ostracisée et elle a vocation à créer des liens. À partir du moment où il y a une conscience, évidemment, collective, il y a des gens qui se sentent tout seuls et isolés. Mais moi, ceux que je fréquente, on a une conscience très aiguë de notre solidarité, du fait qu'on est là pour s'aider les uns les autres. J'ai plutôt vu de la générosité chez les drogués. Alors, il y en a qui volent les autres quand ils sont en manque. Ça m'est arrivé de me faire voler. Parfois, j'ai rompu les ponts, parfois je les ai maintenus parce que j'ai pardonné. C'est voir les gens au-delà des aspects matériels. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt vu de la générosité, j'ai plutôt vu de la bonté, j'ai plutôt vu de la candeur, j'ai plutôt vu de l'amour dans le milieu de la drogue que de la paranoïa, de la critique, de la haine et de la violence. Moi, j'ai eu cette chance de voir peut-être le bon côté des choses. J'ai vu la belle drogue, oui, et pas même si elle est glauque, j'ai vu la belle drogue, j'ai pas vu la drogue tragique, du sang, de la mort, du pouvoir, non, ça mais c'est peut-être pas celle-là que je cherche non plus, hein, donc j'ai fait un écrémage dans la drogue. La drogue permet la beauté, la drogue permet l'amour, la drogue permet l'élan vers l'autre. Voilà, je crois que ce qu'elle permet, c'est un instrument comme un autre, quoi. Elle permet tout, mais elle permet ça aussi. C'est un instrument puissant. Il permet de faire de très belles choses comme des choses très moches. Mais les très belles choses, je les ai vues. Voilà, le témoignage de Louis est terminé. Cette histoire d'un homme qui découvre sur le tard beaucoup de choses, la drogue, bien sûr, mais il me semble que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il se soit fait des amis et qu'il se soit défait du sentiment de solitude dont il parlait au début du premier épisode. Parce que si on peut faire ça à 55 ans, alors ça permet beaucoup d'espoir pour beaucoup de monde. Dans le prochain épisode de Substance, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.